Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, on va parler d'entrepreneuriat. Ben c'est sûr, on est rendu à 557 épisodes aujourd'hui. Ben c'est le fun, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous écouter, merci aussi surtout de nous envoyer de m'envoyer pour le moment des petits messages, des commentaires, je trouve ça le fun, des suggestions. C'est vraiment trippant de vous lire. Ça, c'est vraiment la partie, le fun de mon travail. À part que de jaser avec des gens, c'est bien sûr, ça, c'est une grosse partie du travail, mais c'est le fun. Surtout pour vous, parce que vous découvrez des gens, des êtres humains, hein, on va dire, derrière les entrepreneurs ou les gestionnaires, du moins, dans leurs organisations. Aujourd'hui, on se fait plaisir pour cette 557e épisode. On va parler avec Chantal Lamoureux. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Ben merci à toi d'avoir accepté. Hein? T'aurais pu dire non. Bon. Mais c'était fait avec tellement de charme et d'audace, une belle audace, oui, c'est ça. Que je pouvais juste dire oui. Wow, t'es gentil. Parce que quand on vous veut. T'sais, nous autres, là, quand on passe la liste, on dit ceux-là, ces gens-là, on les veut avec nous autres, let's go. Et puis, comme je t'expliquais un peu avant d'entrer en onde, aujourd'hui, on va parler naturellement de planification financière. Hein, pour les gens qui vont rester avec nous dans la prochaine heure, on va parler de planification financière, mais pas pour vous vendre des produits. On n'est pas là pour ça. On est là pour, avec l'Institut de planification financière, Chantal est la PDG. On va vous présenter certaines règles, on va même faire peut-être des petits exemples, hein, de montrer un peu comment nos entrepreneurs, des fois, pourraient se sortir, comme on dit, du pétrin, parce qu'il y a bien des choses qu'on oublie. Mais comme je te disais, Chantal, avant d'entrer en onde, dans la jungle des affaires, ça va devenir encore plus un réseau de gens d'affaires que c'est un simple podcast. Parce qu'on a décidé avec l'équipe ici chez Bronco, on a décidé de faire une plaque, pas une plaque, mais je veux dire une plateforme, web, qui va permettre justement à tous nos invités de se regrouper sur cette plateforme web-là et de pouvoir à ce moment-là avoir un lien entre vous. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où vous partez déjà avec 557 amis à partir d'aujourd'hui, entrepreneurs ou gestionnaires d'entreprise, et vous allez pouvoir aussi vous entendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre l'entrevue qu'on a réalisée avec ces gens-là. C'est sûr que, on est là depuis 2017. Ben, c'est sûr qu'il y a des entrevues qui ont passé, comme on dit, à travers plein d'affaires. Hein? Il y a des gens, des fois, qui ont changé d'entreprise, ou qui ont changé d'associé. Bref, on va s'arranger au fil des prochains mois pour remettre de l'ordre un peu là-dedans. Et avec la complicité, naturellement, de nos invités. Pour s'assurer de vous présenter une plateforme web actuelle avec des gens qui sont impliqué présentement dans le monde des affaires. Cela dit, Chantal, aujourd'hui, moi, c'est pourquoi je voulais te recevoir. D'abord, j'ai déjà été, pas planificateur financier, parce que moi, dans mon temps, ça n'existait pas, ce nom-là. J'étais conseiller en assurance de personnes. Mm-hmm. Je te vois sourire parce que tu les as toutes vues, les noms changés. Oui. Mais je trouvais ça le fun parce que les gens, souvent, au départ, disent pas besoin de ça, moi, d'assurance. J'ai pas besoin de ça, moi, deux associés, là, un partnership qui appelle, là, un assurance partner. Non, pas besoin de ça. Ma blonde, elle ramassera la moitié de mon entreprise. Puis on entend toutes sortes d'affaires. Et puis, l'Institut de planification financière fait en sorte que on va, justement, aujourd'hui, avec Chantal, avec toi, on va démystifier l'ensemble de toute cette jungle-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est sûr qu'on peut en perdre facilement son latin. Oui, c'est une jungle. Ça fait combien de temps, d'abord, que toi, tu es dans cette équipe-là, dans cette organisation? À l'Institut de planification financière, je suis là depuis novembre 2020. OK. Fait que je suis arrivée en pleine pandémie. Indirect, là. Ah,
très, très... Avec ton masque. Tout ça, dans nos écrans, au début, je disais souvent, mes employés ne savent même pas si j'ai des jambes parce qu'on se voyait juste dans les écrans. Oui. Puis mes clients aussi. Donc, ça a été tout un défi de faire ça. Mais là, ça va faire 3 ans. Puis, on a réalisé des beaux projets ensemble. Puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est un bel institut, puis c'est une super profession. Puis, effectivement, il faut que les gens comprennent plus c'est quoi la planification financière, puis comment ça peut faire une grosse différence dans leur vie. Une grosse différence. C'est quoi cette bébite-là? Puis on va le faire ensemble aujourd'hui. On en masse du temps. Moi, je veux juste éclairer les gens parce que tu m'as moi-même éclairé tout à l'heure sur une question. Tu sais, des fois, on parle de règlement, on parle d'ordre, on parle de structure organisationnelle. Derrière un travailleur, un employé ou un employeur ou peu importe, une organisation qui joue avec, justement, de l'argent, des assurances et des placements. Il y a aussi votre entité qui vous concerne au niveau de la formation. Alors, c'est différent. Puis il y a des gens, des fois, vont dire « Ah, l'Institut, c'est eux autres qui cadrent les règles. Et ce n'est pas le cas. Puis je voudrais t'entendre là-dessus, la différence entre les deux. Oui, bien, effectivement, au Québec, là, tous les services financiers, c'est encadré par l'Autorité des marchés financiers. On entend parler de l'AMF. L'AMF. Donc, l'AMF, c'est ce qu'on appelle le régulateur. C'est lui qui fait les règles. Puis qui s'assure que les règles sont appliquées. Parce que c'est beau d'avoir des règles, mais il faut les faire vivre, ces règles-là. C'est ça. Parce qu'il y a des suspensions, il y a des conséquences là, à cette heure-là. Tu peux plus faire ce que tu veux. Là. Non, c'est effectivement bien réglementé. Puis c'est réglementé pour protéger le public. Ben oui, pour protéger les consommateurs. C'est pour ça que c'est là. Puis dans un certain point, on est chanceux d'avoir ça au Québec. Ben oui. On est bien encadré. C'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc, malheureusement, il arrive des histoires d'horreur. Là. C'est triste, mais on a un bon système d'encadrement au Québec, je le crois vraiment. Puis il y a la Chambre de la sécurité financière aussi. Oui, eux autres, ils émettent des permis. L'AMF émet des permis. La Chambre de la sécurité financière s'occupe de la déontologie. Donc, comment on fait les choses. Puis, effectivement, si les gens font pas bien les choses, il y a une plainte qui peut être déposée à la Chambre de la sécurité financière. Ils ont un syndic. OK. Nous, on est le bras formation parce que dans les règles, il y a la formation. Oui. C'est important que les gens aient les comptes. Hein? Oui. Mais il y a la formation au départ. Ouais. Moi, je dis souvent, on est comme un peu l'équivalent de l'école du barreau pour les avocats. Vous savez, les avocats, ils vont à l'université, puis après ça, ils vont au barreau, puis ils passent un examen. Les planificateurs financiers, c'est la même affaire. Ils vont à l'université, ils font une formation de niveau universitaire, puis après ça, ils doivent faire une formation avec nous qui dure 4 mois, qui est à temps partiel, puis après, ils passent un examen, puis il y a toute une réputation de notre examen. Là. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Parce que quand on a après le permis qui est décerné par l'Autorité des marchés financiers, là, les clients, on confie tout à son planificateur financier, à sa planificatrice financière. Là. Tout. Ses placements, ses assurances, son contrat de mariage, son testament, sa fiscalité. Un planificateur financier, ça voit tout. Fait que c'est important. C'est comme un médecin. S'il veut bien accompagner son client, il faut qu'il sache tout. Et voilà. Et effectivement, les affaires changent. Tantôt, tu disais, nous autres, notre podcast, on a commencé en 2017. Il y a des affaires, les choses ont changé depuis. Fait qu'ils doivent faire de la formation continue à tous les 2 ans. Ils doivent faire 40 heures. Puis il y a une partie qui font avec nous. Donc, nous, on est vraiment des leaders du développement de la planification financière. Puis on s'assure que les gens aient les bonnes compétences. Puis c'est ça qui fait qu'au Québec, il y en a 5 000 à peu près planificateurs financiers, planificatrices financières. Ils donnent des très bons services. Un planificateur financier, une planificatrice financière, ça donne des conseils, ça accompagne. Vendre des produits, il faut d'autres permis. Puis je comprends que c'est compliqué pour monsieur, madame, tout le monde, là. Mais si on peut retenir ça aujourd'hui, un planificateur financier, ça donne des conseils. OK. C'est un guide. C'est un guide. Phare. Mais c'est pas lui qui va te vendre nécessairement le produit qui te convient. Effectivement. OK, ce qu'il te vend, c'est ses conseils et un plan financier écrit.
C'est bon, ça. Même moi, là, tu m'allumes là-dessus aujourd'hui, là, parce que c'est bon, c'est un bon détail, un détail important. C'est un détail extrêmement Mais par contre, important. le planificateur financier, est-ce que s'il y avait, exemple, les autres permis, là, il peut te vendre de l'assurance? Puis là, mais à chaque fois qu'il met un chapeau différent, il doit te le dire. Oui. Il doit dire, là, monsieur le client, madame la cliente, je mets mon chapeau de conseiller en sécurité financière, puis je suis en train de vous vendre un produit d'assurance parce qu'on a fait un plan financier ensemble, puis on a convenu... Avec l'autre chapeau. Oui, puis là, on a convenu que c'est ça que vous aviez de besoin, ou il va mettre son chapeau de représentant en épargne collective, puis là, il a le droit de vous vendre un fonds d'investissement. Oui, des placements. C'est ça. Fait que oui, il y en a plusieurs au Québec qui ont bien des chapeaux, mais la réglementation est bien faite. Ils vont bien le dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont bien dire c'est quoi leur contrat, puis comment ils sont rémunérés. Ça, c'est important. Il faut que ce soit très, très clair comment ils sont rémunérés. Est-ce qu'ils sont rémunérés par les frais de gestion des produits qu'ils vous vendent? Est-ce qu'ils sont rémunérés par honoraires? Il y a plusieurs modèles d'affaires, là, puis il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Ça dépend de votre situation. Mais ils doivent vous dire comment ils sont rémunérés. Transparence. Il y a de la transparence, effectivement. Wow, c'est le fun. Mais c'est le fun de savoir ça parce que, justement, des fois, on dit, bon, moi, j'ai une personne qui s'occupe de mes placements, j'ai une autre personne qui s'occupe de mes assurances. Bon, j'ai un monsieur qui est venu me conseiller l'autre fois, il m'expliquait un paquet d'affaires que je savais pas parce que tu m'expliquais tantôt, puis j'aimerais ça aussi qu'on tombe peut-être dans quelques exemples, sans nommer de nom, mais des fois, les entrepreneurs, puis je le sais, ils viennent nous jaser ici en ondes. Des fois, ils nous disent, ben là, c'est pas moi qui s'occupe de ça. OK, c'est une autre personne. Oui, j'ai un planificateur financier, là. Ah, bon, parfait. Mais il y en a que c'est rien. Malheureusement, il n'y en a pas assez qui, effectivement, travaillent avec un planificateur financier. Puis je sais, les entrepreneurs, moi aussi, je leur parle beaucoup, puis c'est toutes des personnes que j'admire beaucoup, beaucoup. Ouais. Ils passent tellement de temps dans leur business. Ouais. C'est ça, leur bébé, leur passion. Fait que là, des fois, ils s'occupent pas d'eux. Ben oui. Ils s'occupent pas de leur santé physique puis de leur santé financière. Oui. Fait que oui, c'est important, les finances de ta business, mais c'est beaucoup important, tes finances personnelles. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce que si tes finances personnelles vont pas bien, tu vas être préoccupé. Ouais. Puis là, ben, tu seras pas à 100% dans ta business. Si tu sais que toutes tes affaires sont correctes, tout va bien aller. Souvent, des exemples, tu me dis des exemples, oui, beaucoup d'entrepreneurs ne savent même pas combien elle vaut leur business. Ouais. Puis là, ils vont dire, ben moi, ma retraite, c'est facile, c'est ma business. Ouais. Ouais, mais elle vaut combien? Puis qu'est-ce que tu veux comme retraite? Puis de nos jours, on vit de plus en plus longtemps. Oui. Ça prend plus d'argent pour la retraite. Là. Il y a un planificateur financier qui me disait c'est dur de mourir de nos jours. Bon. Et bien, ça a des impacts. Puis peut-être que notre retraite, elle va durer 30, 35, 40 ans. Puis peut-être qu'il va y avoir un bout très, très en santé. Puis il y a peut-être un bout que, malheureusement, on ne sera pas en santé. Ça engendre des besoins financiers importants. À court terme, oui, des fois. Oui, puis à long terme, il faut penser à ça. Puis si on n'y a pas pensé, bien, on peut se retrouver à être obligé de juste écouter Netflix. Ça peut être long, là. Hein? Ça peut être bien long, passer sa retraite à écouter Netflix. On s'est rendu compte dans la pandémie qu'à un moment donné, on en faisait le tour là, de Netflix. Ben oui, tout à fait. On connaissait toutes les séries par cœur. C'est ça. Fait que c'est important de savoir la valeur de sa business, mais de surtout savoir c'est quoi mes objectifs, puis je vais aller où. Parce que, je disais tantôt, le planificateur financier, c'est des conseils. C'est des conseils pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses rêves. Pour s'en aller là. Et voilà. Donc, les entrepreneurs, c'est important de travailler avec son planificateur financier pour bien déterminer ses objectifs à court, moyen, long terme, puis s'assurer qu'ils ont la bonne stratégie. La retraite, encore une fois, je reviens là-dessus parce que trop souvent, on y pense pas. Non. Mais il y a un entrepreneur, à un moment donné, il me dit « Ah, moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Paye-toi juste en dividende, comment ça tu vas sauver de l'impôt? » Oui, c'est vrai, on sait qu'il y a un système différent pour l'imposition des dividendes,
mais ça a d'autres impacts. Puis un des impacts, c'est peut-être que j'aurai pas un minimum de revenus garanti, puis j'aurai pas ma RRQ. Peut-être que c'est correct. Ben oui. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en parlant avec un planificateur financier qui fait le tour de toute ma situation, je vais prendre mes décisions en toute connaissance de cause. Je vais savoir dans quoi je m'embarque. Et voilà. C'est ça qui est important. Et puis des fois, on a juste une partie de l'affaire. Puis c'est pas parce que notre ami, notre beau-frère, notre voisin, lui, il a investi là-dedans ou il a fait telle affaire que ça va marcher pour nous. Parce que ça arrive tellement souvent, ça. Mon beau-frère, lui, il a fait ça. Ben oui. Peut-être que c'est bon pour lui. Peut-être que c'est bon pour vous aussi. Mais allez voir, juste pour être sûr. Puis la dernière chose que je pourrais dire, c'est le planificateur financier que je trouve fascinant. Souvent, je vais entendre « Ah, c'est comme un généraliste ». Le planificateur financier, c'est un spécialiste de l'intégration. Nous, on les forme ses assurances, sa fiscalité, ses placements, ses finances, sur la succession, sur la retraite. La relève, hein? Puis, ils font les liens. Le planificateur financier fait les liens avec tout ça. Fait que c'est quoi l'impact que vous êtes une famille recomposée? Puis que vous n'êtes pas marié? C'est quoi l'impact? Oui, puis là, il va dire, t'as un peu ça, faudrait peut-être regarder ça. Puis qu'est-ce que, monsieur, madame la cliente, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puis là, il faudrait peut-être parler avec un notaire pour s'assurer que... Comment ça, donc? Puis là, fait que c'est ça, je dis, il va faire les liens. Quand on désigne quelqu'un comme bénéficiaire d'une assurance, là, tu comprends ça, toi? C'est quoi l'impact? Ça a des gros impacts. Absolument. Puis, à un moment donné, notre vie peut changer. Puis, les personnes qu'on a désignées comme bénéficiaires sont peut-être plus là dans notre vie pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais ça... On n'a pas pensé à ça, là, de changer ça. Là. Et voilà. Là, c'est la curatelle publique là, qui va s'en... en tout cas. Mais j'ai aussi... C'est drôle que tu parles de ça, Chantal, parce que c'est tellement important pour nos auditeurs. Il y a aussi le fait que, dernièrement, on était avec des gens en philanthropie qui nous expliquaient la fameuse assurance vie pour les gens seuls ou aux fortunés, peu importe, qui lèguent à des fondations. Alors, je présume que mon planificateur financier, il va me guider un peu aussi là-dedans. Bien, c'est effectivement très intéressant. Moi, la philanthropie, ça m'interpelle beaucoup. Je m'implique auprès de différentes causes, dont l'alphabétisation. Puis on pourra parler de ça spécifiquement, parce que ça a de l'impact, ces entrepreneurs, le taux d'alphabétisation au Québec. Bien, je voudrais qu'on en parle, c'est bien sûr. Je pense que tu es sur le CA. Oui, de la Fondation pour l'alphabétisation. Mais à notre dernier congrès à l'Institut de planification financière, on a fait une formation pour nos planificateurs financiers sur la philanthropie. Puis on va en faire encore plus. Parce que les entrepreneurs, justement, puis de plus en plus les gens comprennent, ils veulent aider, ils veulent soutenir des causes. Puis là, il faut se donner les moyens de les soutenir. Puis il y a différentes stratégies. Puis il faut voir effectivement qu'est-ce qu'on fait comme stratégie, mais donner... puis soutenir des causes, c'est plus que juste sortir un 50$ de temps en temps. C'est plus que ça. C'est s'embarquer, comme on dit, c'est de y aller pour du long terme. Puis on parle d'une assurance vie. Puis d'avoir d'impact. Ben oui, parce que si moi, je veux laisser, mettons, 1 million à une fondation, puis que ça me coûte, je sais pas, moi, 300 par mois pour ma police, ben c'est ce 300-là qui va rapporter 1 million à la fondation, mais que je décède. Mais il y a plein de stratégies, puis c'est ça qui est important de discuter avec son planificateur financier, puis de plus en plus, je trouve que, justement, les planificateurs financiers ont un rôle à jouer important pour élever le niveau, justement, au Québec, puis faire en sorte que toute cette culture-là entrepreneuriale, ça rapporte aussi pour soutenir des causes. Je suis sûre que les entrepreneurs veulent soutenir des causes. C'est clair, clair. Et puis, on le sent de plus en plus, les gens sont... D'abord, Québec, c'est un patelin. On dit Québec. Au Québec, les gens sont reconnus pour leur altruisme. Alors, c'est des gens aidants, c'est des gens... Des fois, on n'a pas trop de mémoire, parce qu'on a certaines qualités, mais on a aussi certains petits défauts. Des fois, on oublie des affaires. On oublie vite, les Québécois. Mais côté altruiste, je pense qu'on a un beau peuple qui veut donner. Et puis, nos entrepreneurs le prouvent de plus en plus. À chaque fois qu'on reçoit des entrepreneurs, ils sont impliqués de près ou de loin là, dans des organismes.
ce que je trouve le fun aussi, c'est que le planificateur financier, à la lumière de ce que je comprends, va aussi m'éclairer sur pas juste placer mon argent, me vendre l'assurance vie, mais il va aussi m'aider dans, justement, on parlait de succession tantôt en entreprise. Ça peut même être aussi des employés. Là, on s'adresse beaucoup à des entreprises parce qu'on est dans la jungle des affaires. Mais si on veut donner, exemple, un coup de pouce à certains employés, des fois, ça peut être intéressant. Oui, ça, c'est très important. Les collectifs, là, tu sais, les espèces de... Mais c'est très important ce que tu amènes parce que comme gestionnaire, on est tous conscients là, qu'on veut bien traiter nos employés. On a des grands défis avec la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on veut tout aussi améliorer notre productivité puis s'assurer que les gens sont performants. Il y a des études maintenant qui montrent que les gens qui ont peu de connaissances financières sont beaucoup plus stressés par rapport à leurs finances personnelles et ils pensent à ça quand ils sont en train de travailler. Ça a un impact sur leur performance au travail. Sur le travail, oui. Il y a une étude aux États-Unis là, qui dit que les gens qui ont peu de connaissances financières, ils sont stressés puis ils pensent à ça jusqu'à 11 heures par mois, dont 7 au travail. Fait que là, c'est 7 heures de moins que t'es productif. Là. Et voilà. Hein? Et voilà. Fait que ça a un gros multiplié par le nombre d'employés. C'est pas long que c'est. Donc, ça a de l'impact, par exemple, d'offrir de la formation à ses employés. Nous, on a travaillé avec un employeur récemment. On a développé des capsules sur justement des notions de base en planification financière. Puis là, ils ont mis ça sur leur intranet pour leurs employés. Puis dans une couple de mois, on va faire un sondage, puis là, on va voir s'il y a des sujets qui veulent aller plus loin. C'est le genre de service que, que l'Institut offre. Pas juste à vos planificateurs financiers, mais aussi c'est-à-dire à la clientèle. Oui, bien de plus en plus, effectivement, on offre parce que je parlais de l'alphabétisation, mais la littératie financière aussi, on a un défi au Québec. L'AMF fait des études année après année. Il faut comprendre les termes. Les gens comprennent pas, malheureusement. C'est quoi un REER, puis c'est quoi un FER, puis c'est quoi tout ce qui s'en vient. Comment on peut, par exemple... collective, là, des fois, les gens sont assurés au travail. Oui, mais ils comprennent même pas c'est quoi qu'ils ont. Ils comprennent pas c'est quoi leur régime de retraite. C'est la directrice des RH qui nous a expliqué le contrat, là. Quand on leur a expliqué, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent même pas leur talon de chèque de paye. C'est quoi qu'ils mettent là-dessus? Fait que je pense que c'est important de participer à ça. On a une série aussi qui sort bientôt sur Savoir Média. Une super belle série de 10 épisodes qu'on a fait avec eux, disponible pour tout le monde gratuitement. C'est en audio et en vidéo? C'est en vidéo sur toutes les plateformes de Savoir Média. Et 10 beaux épisodes là, qui partent de « ça vient d'où l'argent? » Comment ça se fait qu'on a ça, l'argent, dans nos vies? Ça se passe? Comment ça marque la Banque du Canada? Comment ça fonctionne, les récessions, l'inflation, jusqu'à comment je peux faire pour épargner, comment je prépare ma retraite, comment je gère mes dettes. Donc, vraiment une belle série. Genre de cours que tu vas sûrement être d'accord avec moi, genre de formation qui devrait être disponible pour les jeunes à l'école. C'est un autre enjeu. Non, mais on veut pas embarquer là, on veut pas aller là, mais ça serait intéressant que nos jeunes... Non, mais je veux dire, j'ai rien contre les dinosaures, là, puis tu sais... Pythagore, là, puis 3,15, en tout cas, puis pi, là. Oui. Bien, présentement, au Québec, il y a seulement un cours en secondaire 5 sur les finances personnelles. Puis il est au programme au ministère? Oui. Ah, OK. Tu me rassures, mais je ne le savais pas. Oui, un cours en secondaire 5. Puis ils ont une période d'1 heure par 9 jours. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis moi, quand je parle à des professeurs qui enseignent ce cours-là, ils disent les jeunes, ils adorent ce cours-là. Ils trouvent ça concret. Et voilà. Puis ils en voudraient plus. Ben oui. Puis ils pourraient apprendre à lire puis à compter. Puis ils pourraient apprendre en prenant les bases des finances personnelles. Ça manque dans notre système d'éducation définitivement. Puis je pense que comme employeur, on peut contribuer à monter ce niveau-là. Puis des organismes comme nous, on peut contribuer aussi. Puis d'aller voir son planificateur financier. Si vous avez des enfants, là, il y a quelqu'un dans mon entourage récemment, il allait voir son planificateur financier.
son fils de 21 ans qui reste encore à la maison, hein, parce que c'est tellement dur de se loger de nos jours et tout ça. Il a dit à son fils, il dit, ben viens donc avec moi voir le planificateur financier, tu vas voir c'est quoi. Tu vas comprendre un peu le jargon. Il est ressorti de là, puis là, il a compris. Ben oui. Donc, ça peut être quelque chose de concret qu'on peut faire. Amener nos enfants quand on va rencontrer son conseiller, ça peut faire une grosse différence. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie, Chantal, de votre planning? Permettez-moi l'expression anglaise, là, bientôt. C'est-à-dire lancer, justement, ben là, on parle de savoir média, mais ça pourrait être éventuellement, sans attendre après le ministère de l'Éducation, est-ce que vous auriez la légitimité de lancer vous-même un cours pour les jeunes? On pourrait. Moi, je lève la main, là. Oui, j'embarque tout de suite. Il faudrait regarder le modèle d'affaires, mais c'est sûr qu'on pourrait très bien le faire. On est spécialisé là-dedans, autant du contenu que du contenant. Ben oui. Donc, je pense qu'on peut très bien. Parce que, tu sais, le genre de formation, on dit souvent, il y a des écoles de démarrage en entreprise, à l'Université Laval, l'École d'entrepreneurship de Beauce, il y a un paquet d'écoles. Dans les 10-15 dernières années, là, l'entrepreneuriat est mis en valeur. Tant mieux. Québec est maintenant une belle plaque tournante au niveau de l'entrepreneuriat. Mais de donner une formation, j'avais collaboré avec un collège à l'époque qui voulait une formation. Moi, j'enseignais, en fait, je donnais une formation pour le démarrage en entreprise à des gens qui se démarrent en entreprise. D'ailleurs, je collabore encore avec des gens à l'Université Laval. Puis, on avait mis en place justement une espèce de plan d'affaires que personne lit. Que le banquier te demande, mais dans le fond, il le regarde quasiment pas. Là. Les banquiers, je m'excuse, je ne veux pas vous insulter, mais je le sais pour avoir des amis banquiers qui me le disent. Donc, le plan d'affaires, c'est pour nous, comme entrepreneurs. C'est plus pour nous que pour aller chercher du financement. Et on avait monté justement un plan d'affaires, mais pour les jeunes, pour les tout-petits. Genre 7 à 12 ans. Donc, c'est quoi du marketing? Tu sais, quand tu lui dis marketing, publicité, il ne sait pas. Là, on lui expliquait que c'est parce qu'il y a un produit, puis les gens, il faut qu'ils le connaissent. Alors, comment on va faire pour le présenter, ce produit-là, aux gens qu'ils ne connaissent pas? Donc, c'est ça, le marketing de la publicité. C'est la façon que tu communiques aux gens, aux futurs acheteurs de ton produit. Alors là, l'enfant comprend que le marketing de la publicité, c'est ça. Ensuite de ça, on y parlait justement des finances. Ça prend des sous. Parce que là, si tu veux fabriquer des balles pour les vendre, il faut que tes balles, tu aies des sous pour les fabriquer. Mais là, j'en ai pas de sous, je me lance en affaires. Alors, tu sais, en tout cas, mais peut-être pour un 7-12, peut-être pour un 15-20. Tu sais, c'est deux cours qui pourraient être... En tout cas, je lance l'idée. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose. L'enjeu qu'on a, je pense, au Québec, il y en a plein d'organismes qui font des très, très belles choses pour aider les gens. Je pense, entre autres, à Éduc-Épargne, qui ont plein de bons matériels. Il y a un OBNL aussi qui s'appelle Code F, qui font des choses. Ils font une clinique en planification financière. Il y a plein de planificateurs financiers qui font qui offrent des services pro bono pour des clientèles plus vulnérables. Il se passe plein d'affaires. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Puis ce que je trouve qui malheureusement fait qu'on n'atteint pas notre but, c'est qu'on est désorganisé, on n'est pas aligné. Il faut focusser à un moment donné. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership de ça. Puis j'en ai déjà parlé dans des tribunes publiques avec l'Autorité des marchés financiers. Il faut aligner nos efforts. Puis se dire, si on veut une société, justement, qui est hautement alphabétisée puis qui comprend ses finances, falloir s'aligner puis faire les affaires c'est le nerf de la dans guerre. Le même sens. C'est le nerf de la guerre parce que oui, on parle de santé physique, mais la santé financière va amener justement des problèmes de santé physique et mentale. Totalement. Nous, on a fait de la recherche avec un institut canadien qui s'appelle l'Institute for Financial Resilience, la résilience financière. Et leurs recherches ont prouvé que les gens qui ont un plan financier et qui travaillent avec un planificateur financier... Pas moins stressés. Ils sont moins stressés et ils sont plus résilients financièrement. Résilients financièrement, là, ça veut dire que
s'il t'arrive des mauvais coups dans la vie, là, les taux d'intérêt, ils montent. Tu passes au travers mieux que tu es l'autre. capable de faire face à tes obligations. Ben oui. Si tu tombes malade, tu es capable de faire face à tes obligations. C'est ça, la résilience financière. C'est effectivement très important. Puis si on a plus de personnes résilientes financièrement, on va tout en bénéficier comme société. Ben oui. On va avoir moins besoin de programmes sociaux. Pas que je dis qu'il ne devrait pas avoir des programmes sociaux, mais on va avoir peut-être plus de sous pour les gens qui sont vraiment vulnérables. Plus d'autonomie aussi. Oui, plus d'autonomie, plus de sentiment de contrôle. Donc, il faut augmenter la résilience. Il y a des études qui le prouvent. Puis ça le prouve aussi que c'est peu importe le niveau de revenu. C'est pas une affaire de juste pour les 100 000 et plus. L'étude était très, très claire là-dessus. Puis nous, on a plusieurs discussions avec le gouvernement fédéral et provincial. Il y a une belle ouverture, mais il n'y a pas encore d'action concrète. Mais j'en ai parlé sur plusieurs tribunes. On pense que le gouvernement devrait créer un crédit d'impôt remboursable pour les frais pour faire affaire avec un planificateur financier. Ça aiderait beaucoup, beaucoup les gens à adopter ce comportement-là. Ça enlèverait la barrière des coûts, puis ça ferait une grosse, grosse, grosse différence. Puis ça serait vraiment pas difficile pour le gouvernement d'adopter une mesure comme ça. J'adore. En tout cas, on pourrait dire qu'on a repassé le message. Oui. Aujourd'hui. Mais ça serait tellement une bonne idée. Ben oui. Parce que d'aller chercher, on a un crédit d'impôt, en fait, on a un crédit point à quelque part si on a des, mettons, on va dire le dentiste, le chiro, bon, ces affaires-là. Les enfants, les lunettes, bon, tu sais, il y a certains crédits qui sont applicables justement aux familles quand ils ont des besoins en santé, mais on les finance. Oui, mais il y a une ligne pour les frais financiers, mais la planification financière ne fait pas partie de la définition. C'est ça. Bien, on va y voir. On va appeler chose, là, comment elle s'appelle? Bon, comme je disais, on a beaucoup de belles discussions. C'est le fun. Mais on espère qu'il va y avoir de l'action prochainement puis que les gens vont pouvoir en bénéficier. C'est quoi le day-to-day de Chantal? C'est quand elle rentre au boulot, ça doit être jamais pareil. Non, c'est le fun, ça. Ben oui, être PDG, ouais. c'est un horaire 7-24, 365. Oui, ben oui. C'est magnifique. Mais c'est comme si c'était à toi, dans le fond. Là. Tu gères ça comme une business. Oui, bien, c'est un OBNL, oui. mais effectivement, il faut que j'aille l'esprit entrepreneurial. Je dois développer des marchés, développer des produits, les faire connaître, etc. Aller dans la jungle des affaires. Aller dans la jungle des affaires, travailler avec mes parties prenantes, les grands employeurs des planificateurs financiers, par exemple, le régulateur. J'ai des discussions. J'ai un conseil d'administration aussi, puis j'ai toute mon équipe. Effectivement, on est 25. C'est ça, j'allais dire. Ouais, 25 quand même. On est 25, plus, je dirais, dans nos formateurs, là, une cinquantaine de collaborateurs qui gravitent alentour de nous. Fait que, oui. Puis beaucoup de collaborations aussi au niveau canadien avec notre partenaire FP Canada. Donc, des projets, comme par exemple, on est en train de mettre sur pied la Fondation canadienne pour la planification financière. Une fondation? Une fondation pour justement faire en sorte que des gens plus vulnérables puissent avoir les services. Avoir des services. Ben oui. D'ici à ce qu'on ait un crédit avec notre ami chose, là, monsieur, madame. Oui, c'est ça. Fait qu'on va voir. On mais veut pas ça, les nommer. non, mais ça, la Fondation, c'est aussi une action concrète qu'on a commencé à faire. C'est ça le fun. Fait que c'est ça que je fais. Je parle avec bien du monde. C'est drôle parce que pendant la pandémie, on a beaucoup travaillé en télétravail. Puis là, les enfants, ils nous ont vus. Ouais. Puis ma plus jeune, qui était au secondaire à l'époque, elle m'a dit, « Toi, maman, dans la vie, tu parles avec du monde, tu bois du café, puis tu fais des PowerPoint. » Pour elle, qu'est-ce qu'elle fait, ma mère, dans la vie? Elle fait ça. Elle fait des PowerPoint. C'est juste ça. Elle prend du café. C'est ça, elle parle avec du monde. Comment elle s'appelle, la plus petite? On va les nommer, on va les saluer. Ben oui, moi, j'ai 3 filles adultes maintenant. 3 grandes filles. Oui, fait que Zoé, Dominique et Justine. Ben, on les salue. Ben oui, merci. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils ont la bosse un peu des chiffres? Ben c'est sûr qu'ils sont... Ils sont sensibles à ça. Sont sensibilisés, on en parle souvent. Puis moi, je suis capable d'en parler avec eux sans tabou. Mais je pense que une des choses qui existent encore dans notre société, c'est un tabou par rapport à l'argent. Ben oui.
Un Mais gros c'est des tabou. vieux paradigmes qu'on a encore. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Travaille fort, tu vas faire de l'argent. Tu sais, nos grands-parents. Tu sais, puis c'est correct. Je veux dire, c'était ça à l'époque, mais c'était nous autres un peu, des fois, de redresser, comme on dit, le phare. Hein, Oui, mais on la se parle direction. pas, on se parle pas de ça. Là. Je dis souvent, tu sais, dans un souper avec des amis, là, après qu'on a bu une coupe de verre de vin, là, on va se compter bien des affaires bien intimes, mais on se dira pas combien d'argent qu'on a dans nos REER. Ouais, hein? c'est ça. On fera pas ça. Non, t'as raison. Non. Fait On que... va peut-être dire, moi, j'ai une assurance-vie, là. Un coup bien chaud, tu sais, mais j'ai une assurance-vie d'1 million, mais là, tu sais même pas comment elle te coûte. Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu vas dire, ouais, mais il y a une partie en épargne, là. Je sais pas trop, là, tu sais. Oui, puis c'est de ça que tu as besoin. Ben, en plus, pourquoi 1 million? Oui. Bon, tu sais, Puis l'autre qui dit, moi, ça m'arrivait souvent à l'époque quand j'étais conseiller, les gens me disaient, pas besoin d'assurance-vie, moi, j'ai 2 terrains. Ils valent chacun 1 million. J'ai 2 enfants, ils auront 1 million chaque. Mais saviez-vous que l'impôt, là, c'est votre enfant? Hein? C'est votre. En tout cas. Non, mais il y a un impact fiscal au décès, là. Puis des fois, les gens, ils pensent pas à ça. Puis, c'est pas grave, ils prendront ce qui reste. Moi, j'ai rien eu quand j'ai commencé. On a plein de discours là-dessus. Puis c'est le fun parce que toi, t'es entends, parce que t'es planificateur financier. Puis tout ton monde. Moi, je suis pas planificatrice. Non, mais je veux dire, quand je dis ton groupe de planificateurs financiers doivent souvent te transmettre certaines histoires. Oui, définitivement. Puis je parle à beaucoup de monde, mais je suis pas une planificatrice financière. Non. Mais ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Ben oui. Ça aurait pu, mais dans le fond, le conseil d'administration a choisi vraiment d'aller chercher quelqu'un qui avait une spécialité en formation, en développement des compétences. Ouais. Fait que moi, c'est ça mon background. Ben, c'est un petit peu là que je voulais t'emmener aussi. Avant d'être dans je m'en allais dire dans la chambre financière, ça va bien mon affaire. L'Institut financier. Où est-ce que tu étais avant? Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. On veut savoir ça, nous autres, là, dans Jeunes Affaires, on veut tout savoir. OK. Bien, j'ai commencé, moi, comme... je suis avocate de formation. Okay. Fait que j'ai étudié en droit. Je suis rentrée à l'université, j'avais 19 ans. C'était terriblement difficile de rentrer en droit. Oui. Il y avait comme 3000 personnes qui posaient leur candidature, puis ils en choisissaient 300. Fait que je me suis dit, ils m'ont choisi, c'est sûr que c'est un signe, je vais y aller. J'ai réussi, mais je connaissais pas d'avocat. Il n'y en avait pas dans ma famille. Là. J'en connaissais pas. T'avais pris ça où, là, avocat? T'avais le goût de affaires sérieuses? À télé, puis dans les films. Je me suis rendu compte assez vite que c'était pas ça, la vraie vie des avocats. Fait que après ma 2e année, j'avais parlé avec une de mes professeurs, puis j'avais dit, je pense que je suis pas faite pour ça. Puis elle m'avait dit, finis ton bac. Puis elle dit, en 3e année, prends des cours à option. Puis elle dit, ça va te permettre d'explorer. C'est pas bête. Fait que j'avais pris des cours au HEC. J'avais eu un cours en finances publiques avec M. Parizeau à l'époque. C'était entre ces 2 carrières politiques. Il était retourné enseigner en finances publiques. Fait que j'ai pris toutes sortes de cours. Puis, je travaillais à l'époque à la Banque de Montréal à temps partiel comme étudiante. Fait que quand j'ai eu fini mon bac, il fallait bien que je gagne ma croûte. Ouais. J'ai eu ma première job à la Banque de Montréal en formation. J'ai travaillé au centre de formation de la Banque de Montréal et là, j'ai découvert tout un monde. Tu as un côté pédagogique très fort, là. Oui, moi, j'adore T'es très pédagogue. Ça. Je suis pédagogue puis j'adore apprendre. Je suis toujours en mode apprentissage. Ça fait des bons professeurs, ça, hein? Oui. Fait que c'est là que j'ai découvert ce monde-là et j'ai découvert le monde des ressources humaines. Fait que je me suis en allée plus du côté des ressources humaines. Je suis allée chercher mon titre de conseillère en ressources humaines agréée. J'ai travaillé à la Banque de Montréal, j'ai travaillé à la Banque nationale. J'ai travaillé après chez EY, le cabinet comptable EY. Oui. J'étais directrice des ressources humaines pour les fiscalistes. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup Parce qu'il y en a plusieurs. C'est une grosse boîte. Oui, ça. des très grands fiscalistes avec qui j'ai travaillé, des gens fascinants. Puis après ça, je me suis dit, j'ai tout le temps été dans le milieu financier, peut-être que je devrais regarder autre chose. Puis en ressources humaines, c'est ça qui est intéressant. On peut exercer dans toutes sortes de domaines. C'est sky's the limit. Fait que je me suis retrouvée chez Hydro-Québec. Hein? Oui. Puis, là, il n'y a plus de chiffre. Là, ils tombent mis au courant. Non, écoute, mon premier mandat que j'ai fait, c'était avec la gang du parquet. Chez Hydro-Québec, il y a un parquet. Ils vendent de l'énergie. Ah oui?
Ben oui, c'est Ils vrai. vendent de l'énergie. Ben oui. Donc, j'étais avec cette gang-là, mon premier mandat, fait que j'étais quand même dans le monde financier. Des chiffres, ben oui, tout à fait. d'Hydro-Québec, mais j'ai fait des choses incroyables chez Hydro. J'étais en charge du développement du leadership. Je suis allée aussi à la STM après, la Société de transport de Montréal. Quand même, des grandes organisations. Oui, j'ai géré la gestion de changement pour le nouveau métro de Montréal. Un projet extraordinaire avec des gens extraordinaires. Des fois, on bâche un peu sur le transport collectif, Ouais. là, mais c'est du monde qui ont le cœur à bonne place, comme on dit. Oui, ils font les affaires comme ils peuvent, puis tu sais, Ben c'est ça. ils ont le goût de... Tu vois qu'ils ont un désir d'améliorer des choses. tu sais. Oui, puis de bien servir. Mais c'est des grosses machines. c'est des dur à grosses tourner. On machines. dit des gros bateaux, hein? Oui, c'est des très grosses machines, mais du monde fascinant qui sont là-dedans. Ça m'a forgé. Puis après, j'ai décidé de travailler pour mon ordre professionnel. J'ai travaillé pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Et pas longtemps après est arrivée l'opportunité là, par un chasseur de tête d'être à la tête de l'Institut. Puis c'est drôle parce que quand je travaillais à la Banque de Montréal en formation, tu sais, comment que ça fait des boucles d'un fois Oui. dans nos carrières. Un des grands projets que j'avais travaillé, là, c'était de mettre en place la première cohorte de planificateurs financiers au début des années 90 à la Banque de Montréal. Hey, Puis là, je me retrouvais à être PDG de cette organisation. de L'Institut. l'Institut. Wow. Fait que, oui, c'est des Mais fois, on ne sait c'est- jamais. Mais puis c'est ça, c'est un bon conseil aussi pour peut-être nos jeunes hein, qui commencent Oui. en affaires ou en tout cas qui commencent dans le monde du travail. Des fois, tu te dis, ben, je suis en train de faire ça pour rien. Là. Tu sais, des fois, tu te poses des questions. Puis tu me corriges, là, mais il n'y a jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien pour eux. Alors que des fois, on pense qu'on perd notre temps, puis on se dit, ben oui, comment ça, donc je fais ça, puis il me semble que je suis pas bien là-dedans. C'est correct de changer, hein, parce qu'il faut t'écouter un peu comme on dit, ta petite voix intérieure, mais ça reste que il n'y a jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien pour rien. Puis moi, je dirais que la trame commune, moi, dans ma carrière, c'est les gens. Je suis vraiment passionnée des gens. Oui, l'être humain. L'être humain. Puis chez les planificateurs financiers, tu sais, oui, on parle de finances, on parle d'argent, là, mais les planificateurs financiers, les planificatrices financières, là, ce qui les drive, là, Ouais. c'est les gens. C'est les gens. Ils sont contents d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Ça lui prend des gens. Oui. Tu les mets pas dans un bureau fermé, là, tranquille. Bien plus que les chiffres. Là. Les chiffres, là, oui, ça les interpelle, puis ils aiment le défi intellectuel, mais c'est beaucoup plus pour aider. Le relationnel, puis accompagner. Puis moi, dans ma carrière, ça a beaucoup, beaucoup été ça. Puis tantôt, on parlait du réseautage, puis de l'importance des gens. À chaque fois que j'ai un défi, j'ai un enjeu, j'ai un problème, je suis tout le temps en train de penser qui peut m'aider. Puis il y a tout le temps quelqu'un, puis là, tu sais, t'appelles, puis si c'est pas cette personne-là qui va t'aider... Elle va te référer à une autre. Oui, tu sais. oui. Puis nous, quand on aide quelqu'un, ça va nous être remis. Ça revient. Des fois, ça revient pas de la personne qu'on a aidée, mais ça nous revient ailleurs. Ça nous revient. Ça nous revient. Tu as tout à fait raison. Moi, je pense aussi dans le même sens que toi là-dessus, c'est bien évident. Parce que le réseautage, c'est une question d'altruisme beaucoup. C'est une question aussi d'entraide. C'est une question... Tu sais, souvent, les gens vont dire « Oh, moi, le réseautage, pas ça, pas ça. » Attends pas, c'est parce que si tu penses juste à toi, puis tu fais du réseautage seulement pour toi, il y a des fortes chances que tantôt tu sentes justement ce manque-là. Tandis que si tu fais du réseautage pour aider, pour partager, pour apprendre, pour enseigner, pour être là pour quelqu'un, ben à ce moment-là, c'est là que ça te revient doublement. Très bien écrit dans le livre « Dans la jungle du réseautage ». Excellent livre de monsieur chose, là, Régent Gauthier. Chantal, écoute, je vois le temps passer, ça n'a pas de bon sens. Je te garderai toute l'après-midi, toute la journée. Dans ce temps que je suis réveillé, t'as vu que je suis pas pire hein, quand je suis réveillé? C'est long de me starter, mais après ça, je suis correct. Je veux savoir, moi, tantôt, t'es-tu une bonne patronne? Ben j'espère. Faudrait qu'on le demande. Faudrait qu'on leur demande. J'espère vraiment. C'est drôle, j'ai déjà fait un podcast Parce qu'ils vont peut-être t'écouter, hein? Oui, c'est sûr qu'ils vont m'écouter. J'ai déjà fait un podcast sur le rôle de gestionnaire et comment c'est difficile. Tu veux dire une entrevue ou tu avais lancé un podcast? Non, j'avais fait une entrevue avec quelqu'un qui faisait un podcast puis qui voulait spécifiquement que je parle du rôle de gestionnaire. C'est un rôle tellement difficile. Moi, je dis souvent, il y a 2 rôles dans la vie qui sont extrêmement difficiles, puis tant qu'on ne l'a pas fait,
on ne sait pas combien ça vient nous chercher. Ouais. C'est le rôle de parent puis Ouais. le rôle de gestionnaire. Ah. Puis je dis pas ça dans le sens que, comme gestionnaire, il faut materner ou paterner nos enfants. Là, vraiment pas. C'est des adultes. Là. Mais ça vient nous chercher en dedans. Là, c'est comme tes enfants. Ben oui, puis non. Mais ils viennent chercher quelque chose entre nous autres. Quand, moi, quelqu'un dans mon équipe réussit, là, je suis tellement contente. Ouais. Tellement fière. Là. Il rit, tu ris, il pleure, tu pleures. Oui. Hein? Puis quand ils ont de la misère, là, puis là, j'essaye de trouver comment je pourrais donc les aider ou que je me dis, faut qu'ils passent par là. C'est plate, mais il faut qu'ils passent par là. Puis là, il va comprendre. Puis, mais ça fait mal en dedans. C'est comme nos enfants. On dit, il faut qu'ils apprennent. Puis il faut qu'ils se scrapent un peu les genoux. Faut qu'ils se cassent la gueule un peu. Ben oui. C'est un peu la même chose aussi avec nos employés. C'est une belle relation entre les deux. C'est un comment t'appelles ça? Là? Un beau parallèle. Un beau parallèle à faire. Oui. C'est extrêmement exigeant, mais c'est extrêmement valorisant d'être gestionnaire. Je dis, notre rôle comme gestionnaire, c'est de mettre en place les conditions pour que le monde réussisse. Ouais. Puis, ça marche pas 100% du temps. Non, ben non. Il y en a que ça marchera pas, puis on va être obligé de se dire, faut que nos chemins se séparent. Ouais. Puis c'est pas à cause de l'individu puis de la personne. C'est pas ça. C'est les conditions sont pas là pour que ça doit marche. être le côté plate d'un gestionnaire. C'est dur. De remercier justement un employé. C'est très difficile. Dis-moi, qu'est-ce qui te touche le plus? On parle justement, on est dans les sentiments beaucoup. Qu'est-ce qui vient te chercher là, qui le plus côté positif, puis qu'est-ce qui te déçoit le plus? Je veux les deux. Ce qui est, de la part d'un employé. De la part d'un employé, moi, je valorise beaucoup la curiosité. Tu sais, je disais tantôt... Toi, t'es même curieuse. Très curieuse, j'aime apprendre. Donc, je valorise les gens qui sont curieux, qui aiment essayer des affaires, qui vont aller chercher, vont dire, eux autres, ils ont fait ça comme ça, c'est intéressant. Ils vont investiguer, puis ils vont vouloir aller... Qui proposent des choses, qui essayent, qui se lancent. Moi, j'ai tout le temps plein d'idées, puis j'aime ça quand... Ça vient te chercher. Oui, ça vient me chercher. Je suis vraiment contente. Ce que je trouve difficile, particulièrement... Quand Chantal la cogne sur la table, puis elle dit là, Seigneur, c'est assez, là. C'est malheureusement arrivé dans ma carrière, pas souvent, heureusement, mais les 2 fois que ça m'est arrivé, je m'en souviens encore comme c'était hier, puis je pense que ça me pince encore le cœur juste de le dire, c'est les gens qui te mentent. Ah, ouais, la menterie. Ouais. Ça, là... Dis-moi là que t'as de la misère. Ouais. Dis-moi là que t'es pas capable. Parce que t'es-tu de cette philosophie-là, quand on dit petite menterie deviendra grande? Ah, c'est parce que ça brise tout le lien de confiance. Oui, t'as tellement raison. Ça brise tout ça. Tu sais, je disais, mon rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que tu réussisses. Ouais. Si tu me le dis que tu as de la misère, on va chercher c'est quoi qui te donne la misère. Non, tout va bien. Puis on va trouver la solution. Ouais. Mais si tu me dis que tout va bien, puis que tu as fait ce que tu étais supposé de faire, puis moi, que je trouve que tu ne l'as pas fait. Eh, Seigneur, oui, c'est ça. La menterie. Ça, là, j'ai bien de la misère. Oui, là, Chantal, elle sort les griffes. Oh, elle aime pas ça. Oui, c'est des mots d'église dans ce temps-là. Oui, c'est... Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie. Mais c'est drôle parce que tantôt, quand tu as dit, j'ai fait un podcast à un moment donné sur les gestionnaires, la façon de gérer, la gestion en... C'est tellement une bonne idée de podcast. Oui. Parce qu'une entrevue, tu n'as sûrement pas été capable de faire le tour. Je sais pas comment de temps tu as passé en entrevue, mais... À peu près le même temps qu'on se discute là, ce matin. Ben, fait que c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Moi, je pense... C'est le travail d'une vie, être gestionnaire. Hein? Je suis toujours en train de me demander... Il est arrivé quelque chose l'autre jour là, dans une rencontre d'équipe. Puis là, le lendemain matin, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu fait trop ça? J'ai-tu fait passer ça? C'est quoi l'impact? Là, le monde, sont-ils partis de là fâchés? Je suis toujours en train de me demander... Puis la formation, tu veux qu'ils soient les meilleurs, tu veux leur offrir les plus beaux programmes de formation en lien avec leur domaine, en lien avec leur métier. On parlait tantôt de conséquences. Tu sais, des fois, c'est... Bon, comment on remercie un employé? Comment on recrute comme gestionnaire? Surtout particulièrement ces temps-ci, c'est très difficile. Alors, écoute, un podcast sur les... voyons, là, tu viens de me... En tout cas, parce que nous, ici, là, dans le studio, on cherche des idées pour faire d'autres podcasts. Okay. Alors, puis ça, je trouve que c'est une telle... Puis ça serait effectivement une excellente idée parce que comme gestionnaire, bien souvent, on se sent tout seul. On est tout seul. On le sait pas. Bien,
On pense qu'on est tout seul au monde puis qu'on est donc niaiseux. Mais on ne l'est pas. Notre voisin à côté, là, c'est la même affaire. Oui, tout à fait. Puis si on avait la chance d'y parler ou du moins de se partager par le biais du micro, des fois, on pourrait dire « Ah, ouais, ils ont fait ça, eux autres avec. Ah, ben, colique, moi avec. » Tu sais, puis avec des trucs, des formations. Puis c'est le fun. En tout cas, Chantal, c'était une super belle rencontre. Je suis content d'avoir fait la route de Drummondville pour venir te voir ce matin. Merci beaucoup, c'est le fun. J'aurais le goût quasiment de te laisser le mot de la fin, hein? Bien, le mot de la fin, on n'a pas parlé beaucoup de l'alphabétisation. Effectivement, je m'implique auprès de la Fondation pour l'alphabétisation. On ne se rend pas compte qu'au Québec, présentement, c'est quasiment une personne sur deux, une personne sur deux qui a de la difficulté à lire un texte et à le comprendre. Bien, voyons donc. C'est effectivement, si vous allez sur le site de la Fondation pour l'alphabétisation, vous allez voir. Et la Fondation fait beaucoup de choses. Puis, entre autres, il y a un beau programme qui s'appelle la lecture en cadeau où on donne des livres neufs à des enfants de milieux défavorisés pour justement les amener à vouloir lire. Dans toutes les librairies du Québec, là, vous allez voir des boîtes. Si vous allez vous acheter un livre, achetez un livre pour un enfant puis vous le mettez dans la boîte, vous avez le pouvoir de changer les trajectoires de vie par ce petit geste-là. Et si le Québec est une société hautement alphabétisée, on va tous y gagner. On va avoir des entreprises plus productives. On va être une société plus résiliente. Ça commence par justement le pouvoir d'être capable de lire et d'écrire. J'adore la lecture en cadeau. Oui, et voilà. Tu m'as parlé aussi, j'ai pris des notes parce que je vais sauter sur prendre la balle au bon. CODEF. Oui. Éduc, tu m'as dit. Éduc épargne. Épargne. Alors, je vais le prendre en note comme il faut parce que moi, je vais redistribuer cette information-là. Résilience financière, on a parlé. C'est important. Oui. Assurance maladie grave, je voulais t'en parler, je l'avais mis dans mes notes. J'ai été victime d'un AVC et j'ai eu recours à l'assurance maladie grave parce que je connaissais ce milieu, j'ai travaillé là-dedans. Mais 90% des gens n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de parler. C'est important. Les entrepreneurs surtout. Des fois, on a le service comme employé avec notre assurance collective. Mais comme employeur, comme propriétaire d'entreprise, tu tombes malade demain matin, tu vas être obligé de piger dans tes réserves si tu n'as pas d'assurance maladie grave. Bien, encore une fois, c'est effectivement un produit qui existe. Peut-être ça vous convient, puis peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut aller voir creuser, le PF. Puis il faut aller voir le planificateur financier, la planificatrice financière. On a parlé de crédit d'impôt, je te le souhaite. Je souhaite que votre bataille, entre guillemets, avec nos autorités gouvernementales puisse peut-être pencher en votre faveur, parce que ça serait génial d'avoir un crédit, justement, pour avoir accès au service d'un planificateur financier, planificatrice, naturellement. On dit toujours les deux, c'est bien sûr. Et la lecture en cadeau. Dans la jungle des affaires, ben on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.